vous refaire une petite présentation en 5 secondes. En fait, nous, MyBizDev, on met à disposition des startups les meilleurs business développeurs. Et par rapport à des cabinets de recrutement qui vont axer leur processus sur l'entretien d'embauche, en fait, chez nous, le tableau de bord est roi. Et plutôt que de faire des entretiens, on a créé un parcours qui s'appelle le Darwin. C'est la sélection naturelle, ou l'évolution aussi naturelle, où on va recevoir en fait des candidats toute la semaine au bureau, on leur donne des projets tests et ils passent des ateliers qui peuvent être prendre un rendez-vous au téléphone, qui peut être chasser des grands comptes. Et à la fin de cette semaine-là, plutôt que de présenter des CV, on va présenter en fait des scorecards. Et plus les scores sont hauts, plus on va pouvoir négocier les meilleurs salaires avec les boîtes parce qu'on est garant de la performance de nos bizdev. Et donc du coup, l'atelier que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est les 12 travaux du call call, et ça fait partie de notre exercice de phoning, qui est mon préféré. J'adore cet exercice du phoning. Et l'idée, même en venant, j'ai compté, je pense que dans ma carrière, j'ai dû faire à peu près peut-être 10 000 calls. J'ai commencé le commercial, moi, quand j'avais 19 ans chez Xerox. Et à l'époque, on faisait que ça, parce qu'il y avait que ça à faire aussi. Mais les bottins, à l'époque, ils étaient gros comme ça, pour ceux qui les ont connus. Qui a connu les bottins gros comme ça, là, parmi vous? Ça se vendait à l'époque, les pages jaunes. Tu vois, maintenant, ils sont plus petits, là. C'est facile pour la nouvelle génération. Et sur ces 10 000 calls, je pense que peut-être j'ai dû prendre à peu près 5 000 ou 6 000 bâches. Néanmoins, j'ai quand même dû faire un bon millier de deals. Et je me suis dit, tiens, je vais faire une petite conf, parce que si je peux vous économiser les choses qui ne marchent pas déjà, vous pouvez peut-être gagner 2-3 ans dans votre carrière. Installez-vous. Et donc, la première règle du call call, allez, on va faire un petit roulement de tambour après. Un objectif, tu auras. Des fois, on ne se rend pas compte, mais quand on va adresser quelqu'un au téléphone, souvent le sales, il veut tellement vendre que dès qu'il accroche quelqu'un, il rentre tout de suite dans un pitch. Et il veut faire en fait ça déballe. Et ça engendre toujours des sortes de réactions de mais nous on fait ci, mais nous on fait comme ça, mais nous on fait ci. On dirait une sorte de ping-pong, une sorte de duel. Et en fait, l'idée quand on se dit tiens, je vais faire du phoning, ça serait plutôt de convaincre la personne de nous donner un créneau de son temps, qui peut être 20 minutes tout de suite au téléphone, ou voire prendre un rendez-vous physique d'1 heure le lendemain ou le surlendemain, parce que c'est essentiel qu'on puisse rentrer dans une étape de découverte des besoins avant de pouvoir pitcher son produit ou son service. Donc c'est ça en fait l'objectif, gagner de l'attention et après dans une phase de vente, je pourrais rentrer dans une vente. À côté de ça, on pourrait aussi avoir un deuxième objectif au téléphone, ça serait prendre un maximum d'informations commerciales. On n'a pas forcément de bon interlocuteur au téléphone, mais cet interlocuteur-là, c'est une mine d'informations quand vous passez vos calls. Je vais vous donner un exemple. Moi, typiquement, je fais du téléphone tout le temps. Je faisais du phoning pour un client qui a un SaaS. Je vous passe l'exercice et j'appelais le groupe Beaumanoir. Beaumanoir, ceux qui connaissent, ceux qui font Cache-Cache, Mango. Ils ont une petite dizaine de marques comme ça. Et j'avais sur ma fiche de listing une Mathilde, directrice marketing, qui avait reçu 4 mails, 3 calls, je n'ai jamais eu au téléphone. Et en fait, quand j'appelle, cette fois-ci, j'arrive à la voir et j'entends une grosse voix. J'entends « Allô ?» Et je me dis, il y a un problème. Soit Mathilde a une gueule de bois, ou soit Mathilde a eu je ne sais pas, un shoot de testostérone qui a fait qu'elle a gagné en virilité pendant la nuit. Et effectivement, c'était pas elle, c'était Bertrand. Et Bertrand, il me dit, rappelle vendredi. Et à ce moment-là, on aurait pu se dire, ok, je rappelle vendredi, laissez-lui un message. Et c'est ce que j'ai dit d'ailleurs. Mais je lui ai aussi dit, est-ce que Mathilde vous a parlé de notre projet? Non, c'est quoi? On n'avait pas de projet, c'est juste des mails qui étaient partis en boucle. Il m'a donné l'opportunité de pouvoir le pitcher. Et je lui ai dit, mais vous, sinon, c'est quoi votre métier? Il m'a dit, moi, je suis le responsable de Mathilde. Et c'est ça en fait la démarche. J'ai voulu poser un rendez-vous avec lui, néanmoins je ne l'ai pas pris parce qu'il m'expliquait son process. Mathilde s'occupe du sourcing fournisseur, mais il y a de fortes chances qu'on se rencontre. Et la donne que ça a changé, c'est que cette fois-ci, j'ai pu mettre dans l'objet de mon mail de la part de Bernard, ton responsable. Et finalement, j'ai eu cette Mathilde et on est clients, tout se passe bien, on s'aime, et puis une longue histoire d'amour qui commence. Mais en fait, c'est ça l'idée, c'est que dès que vous avez quelqu'un au téléphone, prenez un maximum d'informations et vous devez absolument savoir à qui vous avez affaire. De méthode, tu changeras. Ça, c'est hyper important. Ça fait, je pense, peut-être 10 ans que tous les sales ou même tous les téléopérateurs utilisent la même méthode. Une méthode de phoning qui est bonjour, prénom, nom, entreprise. Et derrière, ils travaillent sur les entonnoirs qui sont fermés et qui n'ouvrent pas la discussion. Cette méthode a tellement été appliquée qu'il y a même des prospects qui sont devenus réfractaires à la prospection. Dès que le téléphone sonne chez eux, ils décrochent. Ils se disent, encore un télépro, comment celui-là, je vais me le baffrer. Quelqu'un a déjà vécu ça ou pas? Senti une sorte de gêne quand il appelle au téléphone. Et parce que les gens utilisent cette même méthode qui ne marche plus. Et l'idée, c'est de pouvoir se différencier de ces gens-là. Le prénom, nom, entreprise, ça paraît bête, mais il marche que dans 2 cas. Un cas, c'est si vous connaissez la personne. Là, ce soir, on se voit. Si demain, je vous appelle, tiens, c'est Maxime, on s'est vu hier, donc ça vous parle, c'est logique. L'entreprise, ça marche si votre marque, elle est connue. Moi, je travaillais chez Mars, et quand j'appelais Carrefour, je disais « Coucou, les gars, c'est Mars, passez-moi le chef de secteur ». Je disais même pas Maxime, ça n'avait pas d'importance pour eux. La marque était reconnue. Okay, mais si
ni nous, ni la marque ne sommes connus, dès que vous allez dire prénom, nom, entreprise, ça va tout de suite générer une sorte de sentiment de comment ce commercial-là, j'aime le baffrer, et le mec n'est pas du tout dans une position d'écoute. Okay, on verra juste après comment on fait peut-être des accroches qui fonctionnent un petit peu mieux. Le troisième, travaux. La courbe d'intérêt, tu maîtriseras. J'ai fait des sortes de phrases ulyssiennes un petit peu, je me suis un peu cultivé du couillard. Qui connaît un peu cette courbe d'intérêt? Ça me fait tout le temps penser aux électrocardiogrammes là, dans les hôpitaux. C'est ça en fait l'intérêt de quelqu'un, ça monte et ça descend. Quand il est tout en bas, qu'est-ce qui se passe? Il est mort. Ben ouais, il est mort le prospect, le pauvre. Imaginez, c'est tout en haut, qu'est-ce qui se passe? Bah non, il est mort aussi, tachycardie tout en haut, tu ne tiens pas non plus. En fait, il faut que ça monte et il faut que ça descende. Et en fait, l'idée, c'est d'utiliser les techniques de vente et de pouvoir monter la courbe d'intérêt avant de pouvoir l'engager. Et l'engagement, ça serait quoi? Ça serait prendre un rendez-vous, prendre un créneau ou même faire un deal. Et on regardera quelques petites techniques qui permettent justement de monter cette courbe-là pour l'intéresser, le rendre curieux en quelque sorte du service avant de pouvoir l'engager. Parce qu'au téléphone, il ne faut pas croire, on n'a que quelques secondes pour accrocher les gens. Et il faut pouvoir être efficace sur ces petites choses-là. Le 4. Avec le diva, tu séduiras. C'est pas mal avec la grosse voix comme ça. Le diva. Le diva, c'est quoi? Vous savez, quand on est au téléphone, on va avoir plusieurs outils. On a bien sûr notre listing de prospection, on a notre téléphone. Pourquoi pas un casque sur la tête pour se libérer les mains et être plus efficace? Mais un outil, des fois, qu'on oublie trop, c'est la voix. La voix, c'est un outil de travail. Et je la travaille souvent, moi, sous le principe de diva. Le D, c'est le débit. Au téléphone, il ne faut pas parler trop vite. Si moi, je suis au téléphone et je débite comme je fais là, la personne ne comprend rien. Là, on est en présentiel, ça va, on peut parler avec un débit qui est un petit peu plus accéléré. Mais au téléphone, il ne faut pas parler trop vite. Il y a l'intonation, ça c'est le I, c'est hyper important. Et l'intonation, je crois, pendant des années, on avait une phrase, je ne sais pas qui l'a déjà entendu, il faut sourire au téléphone, le sourire, ça s'entend. Vous avez entendu ce machin-là ou pas? Et du coup, j'ai eu des armées de télépros qui rentraient chez eux avec des crampes aux joues, tellement qu'ils souriaient bêtement, tu sais. Et puis, ils prenaient des bâches, plus ils étaient contents en plus, c'est ça le pire. Ils souriaient encore plus, les pauvres. Et ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, le ton de voix qui marche bien, mais des fois, c'est juste être authentique. On parle normalement, les gens aiment bien les gens normaux, mais pas forcément les gens qui sourient. Et surtout, c'est s'adapter à votre interlocuteur. Vous savez, ce fameux mimétisme. On a toujours des gens qui sont pressés quand on les appelle parce que tout le monde est toujours pressé. C'est comme ça. Et même ceux qui ne sont pas pressés, dans les grands groupes, ils sont tous quand même pressés. Ils font semblant de l'être, en tout cas. Bah oui, personne ne va dire non, ça tombe bien que tu m'appelles parce que là, j'avais une demi-heure à rien faire, donc c'est pile au bon moment, tu vois. On m'a jamais fait ça en 10 000 calls. Mais le pressé, en fait, je l'ai souvent. Et ce qu'on voit, c'est que les gens qui sont pressés, au téléphone, c'est pas en leur disant bah, « excusez-moi de vous déranger, est-ce que bon, je vous prends juste 30 secondes » que ça va les dépresser, au contraire. S'ils ne sont pas pressés, ils n'ont pas encore de valeur par rapport à vos services. Et en fait, l'intonation, c'est de pouvoir s'adapter à eux. Soyez pressés avec les pressés, soyez bourrus avec les bourrus, et surtout, soyez gentils avec les gentils. Des fois, on fait les gentils avec les méchants. Après, j'ai un gentil, je fais le méchant. Bah non, c'était l'inverse. Qui a déjà fait un peu de phoning, d'ailleurs, sur une cible de... les restaurateurs, c'est un bon exercice. Sur Paris, les commerçants, ils sont bien... Qui a déjà fait ça? Les restaurateurs toujours pressés, toujours un peu chauds. Et tu vois que ces gens-là, il faut toujours un peu leur rentrer dedans, ils aiment bien ça. Ça les pose, ils se disent, tiens, enfin quelqu'un qui comprend mon métier. Le V, ça serait le volume, il ne faut pas parler trop fort. Nous, chez MyBizDev, typiquement, on est quoi? On est dernier recensement, j'allais dire 30, non, on doit être 27. Et je sais qu'on a le mardi, c'est une journée phoning où on a plein de nos business développeurs qui viennent, on fait du phoning, on est 30 dans une, j'allais dire une salle, non, c'est plutôt un rez-de-chaussée de loft, on a quand même une bonne centaine de mètres carrés. Mais rapidement, on peut avoir la voix qui hausse les uns au-dessus des autres. Et ce que je leur dis, c'est qu'en fait, votre prospect en face, lui, il est au calme. Il n'y a pas de bruit autour de lui, donc il n'y a pas de problème. On peut parler normalement. Et ce n'est pas en parlant de plus en plus fort que lui va mieux nous entendre. Et justement, à un volume qui est normal, ça permet à la personne de bien comprendre ce qu'on va lui dire. Et le A, ça serait l'accentuation, ça sera accentuer les mots qui sont importants. On a vu la courbe d'intérêt juste avant. Et même au téléphone, il ne faut pas croire, les gens vont retenir que quelques phrases. Et il faut vraiment pouvoir accentuer les petites phrases, les petites punchlines qui sont importantes pour lui donner envie à lui de vous rencontrer ou de prendre un créneau sur son agenda. C'est un petit peu l'idée. Donc ça, c'est le diva. Je n'ai jamais tenté celle-là, c'est la première fois que je l'ose. Allez-y, installez-vous, prenez une chaise. Ouais. Influencer, tu sauras. Quelqu'un a déjà lu ce bouquin, là, Les levées d'influence, il était connu, celui-là, il a pas mal tourné à la FNAC. Vous l'avez regardé, ouais. Il est très cool, je vous le conseille. C'est quoi? C'est Cialdini, c'est un sociologue américain. En gros, il avait fait une étude où il avait décelé 7 levées d'influence qui permettaient aux gens de convaincre les autres. Je ne vais pas vous faire le résumé du bouquin.
Donc Wikipédia, il le résume très bien des fois, si vous voulez pas vous faire les 400 pages. Et en tout cas, ici, quelque chose qui est intéressant, c'est la preuve sociale. La preuve sociale, c'est les gens vont être intéressés par ce que font les autres. Et souvent, ça a plus de valeur dans un first call d'utiliser le nom de vos clients ou d'utiliser ce qui vous rend légitime, voire même les concurrents de votre prospect. Parce que si les autres le font, c'est que c'est bien. Même plutôt que de pitcher votre produit. Tes sources de prospection, tu choisiras. On sait qu'on peut trouver des prospects là. Typiquement listing, Manageo, Compass, tous ces gros fichiers que vous pouvez trouver, ou même pour les petits comptes, ce serait l'annuaire, les pages jaunes, il y en a plein, des listings comme ça. On le voit que ces listings-là, le ratio, c'est à peu près 1 pour 30. Tu fais 30 calls, tu fais une propale. Donc ça peut être 20 pour 1, tu as 30 pour 1, 20 pour 1. Ça reste des sources de prospection, on a moins de ratio dessus. Pourquoi? Parce qu'elle est complètement froide, donc en fait c'est des listings. Okay, et donc ça c'est le point faible de cette source de prospection là. Par contre le point fort de cette source de prospection là, c'est qu'elle est quasiment intarissable. Elle est intarissable. On peut y aller, on peut se prendre un créneau horaire et puis on peut enchaîner dessus. C'est pour ça aussi que je l'aime bien le listing. Souvent pour être efficace dessus, il faut pouvoir se répartir une plage horaire de l'agenda qui est pas trop longue. Souvent on peut se dire tiens tous les jours je vais m'en faire 1h30, tous les jours je m'en fais 40. Pour générer sa propale tous les jours ou 2 fois par semaine, ça dépend de vos agendas. Ça, pour un listing, c'est quand même plutôt efficace. Ou sinon, appliquer toutes les méthodes qu'on avait vues avec Denis les mois derniers, de gros hacking, de mail automatique pour plus ou moins préchauffer les pistes et pas appeler sur du froid, mais plus ou moins appeler sur du tiède en rappelant les gens qui ont cliqué ou qui ont ouvert. Il faut un peu plus de travail pour aller chercher les pistes. Typiquement, tout ce qui est chasse, on a un ratio, c'est quoi? C'est 10 pour 1, 12 pour 1. Je vais faire 10, 12 calls, je vais pouvoir réussir à prendre un rendez-vous. Ce travail-là, par contre, il nécessite un petit travail de chasse juste avant pour constituer quand même ces listes. L'idée, quand vous faites de la chasse comme ça, je préconise moi toujours de les préparer à l'avance et limite sur le PC d'ouvrir en fait tous les onglets. Parce qu'une séance de call qui marche, c'est une séance qui est intensive. Et quand tu fais une recherche sur Google et pendant que tu recherches, après tu appelles. Tu prends ta boche ou ça sonne dans le vide, et après tu recherches un autre. En fait, tu as perdu 10 minutes de ton temps, tu vois. Souvent, l'idée, c'est de pouvoir aligner les onglets, et pendant que le téléphone il sonne, on a déjà le deuxième qui est en stand-by pour pouvoir l'appeler en suivant et être efficace. Souvent, la prospection, moi, ou le call, les grosses séances, j'appelle ça, c'est comme faire la vaisselle. Plus vite c'est fini, plus vite c'est fait, tu vois, on passe à autre chose. Plus vite j'ai du résultat, plus vite après je peux avancer. Et plus on est efficace, plus ça marche. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? J'ai entendu les salons. Il y avait les salons au fond. Les salons, ça marche très bien, c'est quoi? C'est 8 pour 1. 8 fiches que j'ai depuis un salon, je suis quasiment certain de pouvoir faire une proposition commerciale. Ça, c'est top. Le désavantage, ça serait que c'est quand même hyper chronophage. Je peux en avoir un par an ou un par trimestre. Il n'y en a pas non plus de façon régulière. Donc, c'est un nid de lead en soi. On peut faire des belles accroches avec ces gens-là. Mais du coup, c'est un petit peu chronophage. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Il n'y a personne qui appelle sur des leads. Qui a des leads? Personne n'ose le dire. Ok, pas de lead. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre? On a les recommandations. Les recommandations, c'est une des meilleures sources de prospection. Et des recos, c'est quoi? C'est 1 pour 3. Vous faites 3 calls, vous avez une propale. Et les recommandations, pour ça, j'ai vraiment un best practice, c'est d'aller les solliciter. Souvent, nos clients ne pensent pas directement à nous pour des recos. Et souvent, c'est rappeler son portefeuille client pour leur demander, tiens, écoute-moi, t'aimes bien notre service? Ouais, qui je pourrais appeler de ta part? Mais je ne te demande pas de me dire qui sera intéressé par mes services, mais juste qui je peux appeler de ta part dans ce secteur-là. Et puis après, je me débrouille avec eux et vous sortez avec des listes de recos. Les recos, c'est 1 pour 3. Ça, c'est l'avantage. Le désavantage, c'est que c'est hyper tarissable. On n'a pas en illimité, en fait, tout simplement, de ces petites choses-là. On n'est pas trop mal, hein. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Listing, recos, salon, chasse. Les alumni? Les quoi? Ouais, réseau d'alumni, ça marche bien, réseau d'alumni, c'est pareil, on peut comparer ça un peu, un mix entre la reco et le salon. Les réseaux d'alumni, par contre, je les prends toujours avec des pincettes, moi. Pourquoi? Parce que, je ne vais pas citer de nom, mais j'avais un collègue, je suis mentor des boîtes de l'incubateur HEC à Station F, et donc j'ai beaucoup d'entrepreneurs là-bas, ils commencent toujours par l'alumni des HEC. Et des fois, il y a des business où prendre un rendez-vous, du coup, c'est facile parce que les gens vous reçoivent. Mais des fois, le problème qu'ils ont, c'est, vu que c'est de l'alumni et du réseau, les gens, ils n'osent pas dire non. Donc, ils disent tous, tiens, il est trop sympa ton truc, ouais, je vais te le prendre, rappelle-moi dans 3 mois. Ils se retrouvent avec des pipes où tu as des propales, mais plein les tuyaux, il n'y a rien qui s'y. Les mecs, ils se demandent pourquoi, tu vois. Parce que tu n'arrives pas toujours avec des gens que tu connais bien d'avoir un vrai feedback sur ton produit ou ton service. Donc, l'avantage, c'est que ça rentre vite. Après, faire attention si ça transforme un petit peu moins avec tous ces réseaux-là. Mais typiquement, les sources de prospection, s'il y a un best practice, vous pouvez vous asseoir, hein. Non, c'est bon. Le best practice, ça serait, il n'y a pas des meilleurs ou des moins bien. En fait, c'est comme des vases communicants. Il faut les
les travailler entre elles et chacune vont s'alimenter. Les listings, c'est plus dur, mais c'est ça qui va alimenter vos futures recommandations. C'est un petit peu ça l'idée. Donc, ayez un plan de prospection qui soit mixte, ayez plusieurs cordes à votre arc et travaillez de manière intensive en fait sur ces sources-là. Ça, c'est l'idée des sources de prospection. J'en ai déjà vu des fois se casser la tête sur un listing pendant 4 jours, tu sais, ça marche pas. Ah ouais. Et du coup, tu es de moins en moins intense, donc ça marche de moins en moins, tu souris de plus en plus, et ça devient très compliqué en fait. Pour les joues, ces fameuses joues. 7. Une accroche. Tu feras. Bon, on a vu ce qui marchait pas, mais on n'a pas vu ce qui marchait dans les accroches. Souvent, moi, des fois, quand je prends un téléphone et quand je fais une accroche, des fois, les gens réfléchissent à des choses qui sont compliquées. Et des fois, je me dis, mais imagine, tu appelles un restaurateur comme quelqu'un de normal, enfin, tu lui dirais quoi, tu vois? C'est un peu l'idée, les gens aiment bien les gens normaux, et on a vu qu'ils étaient peut-être plus ou moins réfractaires, des fois, des démarches commerciales qui commencent dès les premières phrases. Et le but d'une accroche, on l'a vu, c'est pas de vendre. Les premiers mots qu'on va dire à quelqu'un, le but c'est quoi? C'est qu'il arrête d'écrire ses mails, ou si c'est un commerçant qui pose ses tasses, ou qu'il arrête ce qu'il est en train de faire, juste qu'il nous écoute 5 secondes. Et après, lui décidera peut-être de nous donner 20 secondes supplémentaires. Et à la suite de ces 20 secondes-là, peut-être qu'on aura le droit à un créneau sur son agenda. C'est step by step, et le but d'une bonne accroche, c'est une accroche où la personne, elle vous dit, bah tiens, vous faites quoi? C'est quoi ton truc? Une courbe d'intérêt qui marche un petit peu. Et je sais pas moi si, tiens, imaginez votre téléphone il sonne, vous ne connaissez pas le numéro, qu'est-ce qu'on peut se dire? Le téléphone il sonne, on se dit quoi? Vous dites quoi? On se dit, ouais, pourquoi pas, ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut se dire d'autre? Qui c'est qui m'appelle? Ouais, c'est logique. Qui c'est qui m'appelle? Qu'est-ce qu'on veut? Pourquoi il a eu mes coordonnées? Pourquoi moi? C'est un peu les questions que tout le monde se pose, tu vois. Et après, on voit toujours des fois deux rangs qui se forment entre les pessimistes et les optimistes. Allez, on va encore me prospecter, allez, mais encore des clients, qu'est-ce que je vais faire de tout cet argent? J'en ai des fois des sales comme ça, ça sonne encore, mais comment je vais dépenser mes primes variables? Et bah oui, c'est sûr, il faut les gagner, mais il faut les dépenser après. Donc en fait, les gens inconsciemment, ils vont se dire quoi? Qui c'est qui m'appelle? Où il a eu mes coordonnées? Pourquoi moi? Qu'est-ce qu'il me veut? Et l'idée, ça serait de pouvoir répondre à ces questions un peu par anticipation, avant qu'il nous les pose. Et typiquement, je ne sais pas, moi, si je me dis, tiens, demain, je vais appeler un restaurateur, un commercial pourrait dire, bonjour, Maxime, Paris, MyBizDev. Le restaurateur, boum, ça colle tout de suite, il rigole pas, ça va vite au moins, comme ça, quand on veut s'entraîner. Mais si, imaginez, je lui fais une petite approche un peu plus client pour qu'il pose ce qu'il est en train de faire, qui serait, j'étais sur la fourchette, votre fiche restaurant, elle m'a intéressé. On vient de monter un nouveau projet avec un de ses concurrents ou un de ses clients, preuve sociale. Ça peut faire sens pour vous, est-ce que je peux me présenter? Une phrase en fait toute naturelle et qui paraît bête, mais en fait qui veut tout dire. Ça ne veut pas dire grand-chose, mais ça veut tout dire. J'ai dit où j'ai eu ses coordonnées, pourquoi je l'appelle, j'ai cité une preuve sociale qui fonctionne bien, et au lieu de le mettre dans un entonnoir qui est fermé où il ne peut plus ne rien dire, je lui pose une petite question ouverte qui est est-ce que je peux me présenter? Et à cette question-là, c'est quand même assez dur de dire non. Tu vois. Il peut dire oui, il peut aussi dire oui avec un ton de voix un peu moins joué, mais dans tous les cas, il va dire oui dans 90% des cas. Tu vois. Si l'accroche est bien faite avec une preuve sociale, c'est toujours comme ça. Même sur LinkedIn, qui fait du call des fois, sur LinkedIn, ça marche bien quand même sur LinkedIn. Je ne sais pas comment on faisait d'ailleurs avant LinkedIn. Là. Ouais, franchement. Ouais. Mais c'est pour ça qu'il y a 10 ans, il ne faut pas croire. Hein. Tu sais, les commerciaux grands comptes, ils avaient des très gros packages et ils étaient indétrônables par des juniors parce que les gens, ils étaient là pour leur carnet de contact, qui était encore sur crayon de papier et agenda, parce qu'ils connaissent les comptes et la hiérarchie des boîtes. Mais aujourd'hui, grâce à LinkedIn, et grâce à cet outil-là, des juniors peuvent mettre des tollés à des seniors. Il n'y a plus aucune règle, on est tous dans la même catégorie. Et une accroche LinkedIn, moi, quand je me sers beaucoup des recommandations que j'ai en commun avec les gens. Et c'est pour ça que je dois avoir un compte LinkedIn qui doit avoisiner là, les 18 000 contacts. Je pense que j'en connais peut-être même pas 1%. Mais la personne qui est en face n'en connaît pas 1% non plus. Mais en tout cas, on a toujours une sorte de Thibaut qui est entre nous deux. Là. Ou quand je vais appeler le grand compte, ça va être tiens, Mathilde, je suis content de pouvoir t'avoir au téléphone. J'étais sur ton profil LinkedIn, j'ai vu qu'on avait Thibaut en contact en commun. Et ça paraît con, mais juste cette phrase-là, la personne ne va pas se dire mais comment je vais me le bâcher ce commercial? Déjà, je ne me suis pas présenté. Elle va se dire tiens, c'est qui Thibaut, tu vois. Ça va réfléchir un peu. Tiens, Thibaut, non, ça ne me parle pas. Bah écoute, c'est pas grave. Moi, j'ai monté un projet avec la fameuse preuve sociale à Orange ou SFR. Ça pourrait faire sens pour toi. Est-ce que je peux me présenter? Enfin, prendre des petites accroches comme ça marche bien. Oui, il y en a aussi, des fois, pour des marketplaces, les gens rentrent directement sur des questions ouvertes encore plus clients. Je ne sais pas, moi, des marketplaces d'artisans. J'ai vu que vous faisiez ça. Est-ce que vous faites tel type d'intervention dans tel quartier? Tiens, oui, ok. Bah, tenez, nous, on fait ça, je peux vous apporter des clients, etc. Enfin, essayez de rentrer avec de la question comme ça. Évitez le prénom nom entreprise et évitez l'entonnoir fermé. Et maintenant, on se présente. Mais qu'est-ce qu'on dit?
Souvent, moi, je travaille sur l'effet waouh. Dans tous les business, il y a toujours un effet waouh, une petite punchline qui fait que la personne va nous écouter. Tu vois, typiquement, on va se présenter, on va avoir quoi peut-être... là, l'idée, c'est de trouver la phrase qui permet de monter cette fameuse courbe d'intérêt qu'on a vue avant. Tu vois. Même moi, je me souviens, MyBizDev, au début, je prospectais les gens, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, c'était il y a quoi, il y a 1 an et demi, et j'étais tout seul. Et je leur disais, voilà, je vous appelle, je suis bizdev en freelance, patati, patata, et j'avais toujours les, j'ai pas besoin de bizdev, j'ai déjà des bizdev, j'ai des stagiaires bizdev, enfin, on a mis des comme ça. On dit, moi, une plaquette de bizdev. J'ai essayé, je rentre pas dans la boîte aux lettres, c'est compliqué. Et à un moment, je me suis dit, mais Max, c'est quoi ton avantage? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi la valeur d'avoir des bizdev dans une boîte? Et en fait, c'est d'avoir des clients en quelque sorte. Et quand je leur disais, je suis bizdev, mais j'ai des clients pour vous, parce que je suis un business développeur, on va quand même se présenter, mais il faut trouver une phrase qui est plus avantage. J'avais un de mes collègues, d'ailleurs Arnaud, il vient souvent ici, il a une application qui fait de la prise de commande dans les restaurants. Et dès qu'il se présentait, ça commençait par je suis une application mobile, et ça cassait à chaque fois, je suis une application mobile, je suis un site web, je suis une marketplace. En première phrase, ça tombe tout le temps à l'eau. Et Arnaud s'est dit, putain, il faut que je me trouve ma phrase. J'ai dit un gros mot, il faut que j'arrête. Il s'est trouvé sa phrase qui était, j'ai une solution pour que vous puissiez servir plus de plats le midi. Parce que je suis une application mobile, mais juste changer lors des phrases, d'abord la valeur et après ce que vous faites. En fait, c'est vrai que la courbe d'intérêt, elle va monter. Après, elle va redescendre un petit peu, mais l'idée, c'est qu'elle puisse rester vers le haut. Il y avait un projet aussi de mon incubateur, c'était la semaine dernière, on faisait un peu de phonique dessus pour s'entraîner et s'amuser avec mes petits Darwin de mon parcours, et le projet, c'était des plateaux de fromage. Enfin, être simple. Et les mecs collaient toute la journée, tiens, ok, on fait des plateaux de fromage. Bon, voilà, quoi, c'est du fromage, tu vois. Et il y avait un sales, Jérémy, au bout de 50 calls, je m'en souviens encore de sa tête, et je rigole, le mec, il est méchant, quoi. 50 calls, pas de rendez-vous. Et à un moment, c'est comme les joueurs de football, tu sais, il se dit, tiens, je vais un peu jouer mon jeu, je vais m'amuser. Tu sais, mine de rien, la prospection, c'est un jeu. Des fois, quand on fait de la pros pour les juniors, mais je leur dis, mais des fois, ils sont stressés un peu avant les premiers calls, mais je leur dis, mais les mecs, on fait des canulars téléphoniques, c'est un jeu, les mecs. Qui appelaient au lycée, là, sur les cabines pour appeler les gens, a dit n'importe quoi, c'est pareil. Il faut pouvoir prendre du plaisir, c'est le même truc. Et à un moment, il se dégage et il dit, voilà, on a monté un nouveau projet de cheese building, c'était sa phrase. C'est un mélange de fromage et team building. Est-ce qu'on en parle? Le mec était mort de rire. Et en fait, du coup, il a eu un gros rendez-vous avec un gros groupe de CHO là, qu'il avait vu sur LinkedIn, tu vois. Cheese building, c'était sa phrase, ça a marché. Il faut trouver sa petite punchline. Le rendez-vous, tu verrouilleras. Là, l'idée, c'est quoi? C'est que souvent, les gens, quand ils arrivent à accrocher la personne avec un effet waouh, ils ne peuvent pas s'empêcher des fois de, justement, vous savez, vouloir commencer à déballer leur service et leur service et leur service. Et en fait, c'est trop tôt. Plus ils déballent, plus la courbe d'intérêt, elle descend, elle descend, elle descend, et plus ils auront des « ça ne m'intéresse pas, l'autre il fait mieux », même des fois c'est trop cher, qu'il n'y a pas de devis, ça arrive aussi souvent. Envoyez-moi la plaquette, on en a 1000 en fait, des comme ça. Et en fait, c'est là où il faut essayer de catcher l'attention et de ne pas laisser de blanc commercial. La courbe d'intérêt, là en haut, grâce à l'effet waouh, je me présente en une phrase. Et là, l'idée, ça serait de s'auto-couper. Écoutez, mais je vous parle de ça, mais à la rigueur, est-ce qu'on ne pourrait pas prendre une demi-journée, mais si on se prenait 20 minutes au téléphone, vous me parlez déjà de vous, et on verrait si le projet pourrait faire sens. Vous voyez, retournez la conversation et préparez votre fameuse découverte des besoins. On pourra rendez-vous physique. Écoutez, moi, je peux me déplacer, je n'ai pas à vous faire une présentation de 2 heures, mais par contre, on n'a qu'à se prendre juste 1 heure. 1 heure, c'est long. Pas 2 heures, juste 1 heure, c'est pas long. Je ne sais pas pourquoi, c'est psychologique. Un call d'1 heure, c'est long, tu vois. Et 2 heures, c'est encore plus long. C'est encore autre chose. Et donc, verrouillez votre rendez-vous pour essayer de catcher l'attention. Suivant votre cycle de vente, ça peut être, écoutez, les 20 minutes, on les prend maintenant et tout de suite, si on fait des cycles courts, c'est petit de clientèle. Dans tous les cas, on va essayer de verrouiller cette chose-là. Si on part en rendez-vous physique, par contre, qui fait du rendez-vous physique? Ouais, il y en a pas mal. Si on fait du rendez-vous physique, l'idée, là, une fois que le rendez-vous est posé, ça serait de pouvoir le préparer aussi, son rendez-vous. Il y aurait 3 informations clés à aller chercher. Les informations de base, adresse, digicode, invitation, agenda. Si c'est du pari intramuros, demandez bien s'il y a des spécificités, parce qu'il y a tellement de cours intérieurs des fois et de colimaçons, ça peut être bête d'arriver en retard au rendez-vous, de rappeler avant, alors qu'on aurait pu avoir toutes les informations au même moment. Si vous allez voir des grands comptes, il faut absolument prendre votre carte d'identité. Parce qu'il y en a qui ont déjà vécu le rendez-vous chez Total, ça fait 3 mois que tu veux le rendez-vous, tu arrives en bas, monsieur machin, il est là, oui, bien sûr, il est là, il vous attend, est-ce que vous avez votre ID? Non, je ne l'ai pas, vous n'avez pas de badge. Et puis la défense, c'est pas à côté. Bon. Monsieur machin, il va quand même descendre, venir vous chercher s'il n'a pas l'ID, mais ça laisse une mauvaise impression. Donc prenez votre carte d'identité. Ouais. On ne les donne pas, ces conseils-là, dans les blogs. Ah ouais, ça c'est du conseil pratique, ça. Après, ça serait pouvoir verrouiller aussi les décisionnaires.
À la rigueur, le rendez-vous, il est posé. Ben, écoutez, est-ce qu'il y a une autre personne dans votre BU qui serait aussi intéressée et concernée par ce projet? On sait que plus vous avez d'interlocuteurs en même temps, moins vous ferez de meetings, et moins vous ferez de meetings, plus vous allez signer vite. Si vos deals y traînent, le délai de vente, plus les jours passent, plus la courbe d'intérêt, ça marche aussi sur vos cycles de vente. Même vos propales grands comptes, quand elles ont 3-4 mois d'année, elles sont de moins en moins bons. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui aura la chance de passer derrière vous en ayant mieux, moins cher ou autre chose. Okay, donc essayez de rassembler les bonnes personnes. Si vous avez 2 interlocuteurs, 1 contre 2, ça marche très bien en rendez-vous physique. 1 contre 3, c'est un peu plus compliqué. S'ils sont 3 en face, je vous conseille d'y aller à 2. Parce qu'il y a toujours un 3e homme là, dans les 3 qui va s'ennuyer. C'est dur d'animer 3 personnes tout seul. Mais cette 3e personne, elle a un petit peu moins d'importance dans le projet. Mais quand vous serez parti, on va quand même lui demander son avis. Et s'il s'ennuyait pendant le rendez-vous, il dira toujours les mêmes trucs. Bah, tu sais, moi j'ai un pote, il bosse dans une boîte, il fait pareil en mieux et pour moins cher. Tu sais pas pourquoi il dit ça. Tu t'es emmerdé depuis 2 mois à faire ton deal, tu le connais pas, et puis il dit bon non, ouais, ça sert à rien leur truc. Et par contre, si vous êtes avec un ami qui peut l'animer, cette personne-là, elle va être proactive dans l'entretien, elle va prendre du plaisir. À plus de 3 en premier rendez-vous, c'est hyper compliqué parce que s'ils sont 4, c'est plus un rendez-vous, c'est une presse. Un peu comme ça. Et une presse, quand vous ne connaissez pas les gens et leurs besoins et leurs peines, c'est impossible de la personnaliser et on peut arriver dans des grands moments de solitude. Ouais. J'avais un de mes bizdev, il avait fait ça faisait quoi, 2 jours qu'il était chez son client, il avait un gros meeting avec 8 personnes de la SocGen. C'est pas lui qui avait pris le rendez-vous, c'était un de leurs mentors de chez HP, de l'incubateur, qui avait réuni des pontes, et du coup, tout de suite, présentation. Et quand tu es face à 8 et que tu as tes presses, t'as pas grand-chose à personnaliser, tu vois. Donc tu fais une slide avec tes pains et tu leur dis, est-ce que vous avez cette pain-là? Soit les mecs sont de bonne humeur et ils lèvent la main et t'es content, ou soit non, et c'est un moment qui est un peu dur à vivre. La solitude. Voilà, maintenant. Et la 3e chose qu'il faudrait verrouiller, ça serait prendre des choses par rapport à son process. Aujourd'hui, vous, comment vous faites? Ce que vous allez proposer. Prenez un maximum d'informations sur ses fournisseurs actuels, etc. 10. Tes KPI, tu suivras. Souvent, quand on fait de la prospection, encore plus quand les gens vont changer d'argumentaire ou essayer de nouvelles méthodes, moi, je leur demande souvent de noter leurs KPI. Et leurs KPI, je leur demande souvent de les noter, mais pas sur un spreadsheet ou un tableau de bord, sinon ça va être ouvrir la boîte de Pandore, des KPI qui ne servent à rien. Mais c'est plutôt se les noter sur un petit carnet parce que c'est pour s'auto-piloter, c'est pour soi. Et on voit dans les calls, on a toujours plus ou moins les mêmes ratios. Ça va être, je fais 20 appels ou 30 appels, je vais avoir 10 aboutis, 10 personnes au téléphone. Sur ces 10 personnes-là, je vais pouvoir proposer un rendez-vous à 5 personnes. Et sur ces 5-là, je vais pouvoir prendre un rendez-vous. Ce serait 30, 10, 5, 1. Ça serait ça un petit peu les ratios, vous voyez. Et en vous autopilotant, l'idée c'est de pouvoir voir si vous avez des ratios en fait, qui dysfonctionnent. Si, imaginons, je ne sais pas, moi j'ai 45 calls et j'ai 5 aboutis, là le problème il vient de votre source de prospection. C'est votre fichier qui n'est pas bon ou vos numéros sont mauvais, donc il faut travailler la source de prospection. Imaginez, vous avez, je ne sais pas moi, 20 aboutis et 2 appels argumentés. Ça, c'est plus votre accroche qui serait mauvaise, pour voir où vous prêchez dans votre discours. Si j'ai 10 appels argumentés et que j'ai qu'un rendez-vous, c'est plutôt après l'effet waouh, j'ai commencé à pitcher trop vite et j'ai pas bien verrouillé mon rendez-vous. Donc en vous autopilotant, vous pouvez prendre des décisions pour itérer un petit peu votre déballe, c'est un petit peu ça l'idée. C'est quoi les... J'ai une question, j'aime bien. C'est quoi les pires moments pour prospecter? Ou les meilleurs moments, tu vois? Il y a plein d'articles de blog qui parlent de ça. Vendredi après. Ouais. Ouais, aussi. On aurait quoi d'autre sinon? Ouais. Ça serait le bon, le meilleur moment, ça? Meilleur moment, ouais, tôt le matin, tard l'après-midi. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme possibilité? Une pinte de bière à celui qui trouve. Vous voulez quoi? 2 pintes de bière? C'est mardi et jeudi l'après-midi. Mardi, jeudi, après-midi. Si on dit tous les jours, ça compte pas par contre. Hein. Qu'est-ce qu'on a là-bas au fond? Là, il y avait une proposition. Midi et 2. Est-ce que ça passe peut-être des barrières à moins prospecter et se dire finalement je fais que tel ou tel créneau et du coup pas avoir un rythme régulier? Ouais, j'aime bien cette réponse-là. Elle me plaît cette réponse-là. J'ai l'impression que la bière a été gagnée par le monsieur au fond. Franchement, tout le temps, on lit des articles de blog qui te racontent plein de trucs sur les meilleurs créneaux, les créneaux qui marchent bien. Mais en fait, ces gens-là, ils font du SEO, ils font du contenu. Tous ces mecs qui écrivent ça n'ont jamais fait un call de leur vie, tu vois. Mais par contre, ce qu'ils ont, c'est des likes et des partages. Moi, ce que j'ai vu en 10 000 calls et en 12 ans que je fais cet exercice-là, c'est que les 3 pires moments, comme disait très bien monsieur, il y en a un qui est mortel et qui ne marche jamais.
c'est, une fois que j'ai fini ça, maintenant je vais d'abord finir ça et je le ferai après. Celui-là, il est dévastateur pour le pipe commercial. Le deuxième pire, c'est demain. Bon, ça, je le ferai demain. Là. Oh putain, celui-là, je te jure que ton pipe, il se nourrit jamais avec ça. Et le troisième, je vous laisse imaginer. Donc c'est un peu la remarque qu'on avait au fond, c'est qu'en fait, il n'y a pas de meilleur moment, il faut juste taper dedans, il n'y a pas de moment pour faire des deals. Et suivant ta cible de clientèle, ça peut être avant 9h, ça peut être le dimanche. Tu vois. Moi, quand j'ai commencé ma boîte, j'étais tout seul, les journées, elles sont quand même bien pleines, et mes clients sont des patrons de start-up, et je prospectais avant 9h ou je prospectais même le dimanche. Mais c'est des gens qui sont connectés le dimanche en soi. Si je fais des DRH, peut-être pas, mais lui l'était, le dimanche, j'avais des super ratios. J'ai envoyé 3 messages, j'avais 2 réponses. Quoi. On va tous se mettre à prospecter le dimanche. Là, on reloue la salle et on s'y met tous. On se fait un test. Non, ça va pas l'air emballé à gauche, non. Bon, allez, on s'amuse. Ok. Bon. TKPI, tu suivras. Ça, je pense, c'est une des règles d'or. C'est la règle numéro 11. C'est de l'intensité. Tu donneras. En fait, la prospection, c'est comme on a dit avant. C'est comme... Il faut avoir du résultat. Et c'est comme faire la vaisselle, plus vite c'est fait, moins j'en ai à faire. Et souvent, nous, on se les planifie sur une plage horaire de l'agenda, même par source de prospection. Tiens, lundi de telle heure à telle heure, pendant 1 heure, je vais faire mes 30 calls sur mon listing. De 14 à 15, là, je vais me faire mes 10 calls sur mes recommandations. De tel jour, de telle heure à telle heure, là, je vais faire mes 30 calls sur telle source de prospection et il faut s'y tenir. Et il faut que ce soit intense. Surtout sur les listings, parce que plus vite j'ai fait mes calls, plus vite j'ai mes résultats et plus vite je suis content. Une session de prospection qui est dévastatrice, c'est la session qui est molle. Parce que plus elle est molle, moins j'aurai de résultats. Et si à la fin de la journée, je n'ai pas de résultats, mais c'est fatal. C'est vraiment un exercice où on a besoin d'avoir du résultat pour avoir ces petites victoires. C'est hyper important. Moi, du coup, j'ai pas mal de mes copains, ils ont des boîtes, ils sont tout seuls, c'est de la création, on bosse dans un incubateur. Et je me souviens qu'à une époque, on avait même une journée, là c'est le mardi avec mes bizdev, mais ça avait commencé déjà il y a 2 ans. J'ai ma boîte, j'étais tout seul, et même moi, où c'est ma zone de confort, j'étais chez moi et je la procrastinais pour le lendemain. J'avais toujours mieux à faire. Et il y a un moment, avec un collègue qui avait une boîte de prod, on s'était dit, tiens, le mardi, c'est notre journée, on s'y met tous les deux. Et on se les fixe, ces créneaux-là, parce qu'on ne doit pas les procrastiner, il faut s'obliger. Ça, pour ceux qui bossent en équipe, c'est une force, c'est se mettre ensemble pour se donner de l'intensité sur ces choses-là. C'est un peu aussi la culture de l'entraînement. Qui c'est qui connaît, comment il s'appelle le joueur de foot, là? Celui qui tire des coups francs. Ronaldo, voilà. Vous ne connaissez pas Ronaldo? Cristiano, il joue plus l'autre. Ronaldo, il est connu pour être le meilleur tireur de coups francs au monde. Et il y a un mec qui me dit, mais Ronaldo, franchement, il est né avec un pied magique. Mais je lui dis, il y a 2 choses. Déjà, c'est pas une question de pied, parce qu'on a tous des pieds. Et après, c'est pas non plus une question de naissance. C'est une question de culture de l'entraînement. C'est que Ronaldo, pourquoi depuis 10 ans c'est le meilleur? Parce que tous ses copains, quand ils rentrent au vestiaire, il va toujours chercher un dernier sac de ballons. Et pourquoi? Parce qu'il va tirer encore et encore, et parce qu'il veut gagner. C'est ça l'idée. Et le 12. Tes responsabilités, conscience, tu auras. Je le répète jamais assez ça les gars, mais quand vous êtes business développeur, c'est vous qui avez le pouvoir de faire les boîtes. C'est vous qui faites les boîtes. Ceux qui ont des boîtes où ils sont 2-3 sales ou le premier sales, vous avez le pouvoir soit de faire la boîte ou soit de défaire la boîte. Et c'est pour ça qu'on se bat pour remplir les pailles, parce que c'est nous qui allons faire vivre l'équipe produit, c'est vous qui allez faire vivre l'équipe marketing, c'est vous qui avez le pouvoir de faire accélérer les boîtes. Moi, je me souviens de mes premiers clients, on avait déjeuné ensemble le midi avec son DAF, il me dit, toi Max, t'es un gros dur, t'aimes bien prendre des bâches. Et je lui dis, je ne vais pas te décevoir, mais non, j'aime pas prendre des bâches. Je suis pas sadomaso. Mais ce que j'aime, c'est voir une boîte qui avance et qui explose. Et c'est pour ça qu'en fait, on va aller au charbon et rentrer du chiffre, c'est parce que c'est ça qu'on aime, avoir des boîtes qui fonctionnent bien. Donc ayez conscience de vos responsabilités. Et voilà, on a fini avec les 12 travaux du call.